Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à l'étude du mécanisme de la contraction musculaire. Alors, la question dont on va répondre, ça veut dire le problème posé, c'est bien sûr comment se fait la contraction musculaire. Ça veut dire le mécanisme. Alors, pour répondre à cette question, on va tout d'abord, en se basant sur le document devant vous, va bien sûr formuler des hypothèses. Alors, lors de la contraction, on voit qu'il y a un raccourcissement au niveau des sarcomères. Et ce raccourcissement, bien sûr, se traduit par un rapprochement des stress Z. Bien sûr, on va formuler des hypothèses. On peut dire, par exemple, que la contraction musculaire se traduit par un raccourcissement du myofilament d'actine et du myosine. Ça veut dire que lors de la contraction, on a un raccourcissement de l'actine et un raccourcissement de myosine, ce qui va engendrer un raccourcissement au niveau de sarcomère entier. La deuxième hypothèse qu'on peut poser, par exemple, la contraction musculaire se traduit par un glissement du myofilament d'actine sur la myosine. Alors, maintenant, on va aller pour vérifier les hypothèses et on va voir quelle est l'hypothèse qui est juste et l'hypothèse qui est réfutée. On va commencer par la première hypothèse qui dit que la contraction musculaire se traduit par un raccourcissement du myofilament d'actine et de myosine. Alors, pour tester cette hypothèse, on va utiliser le document suivant. Voilà le document, il représente sarcomère au cours de repos et un sarcomère lors de la contraction, c'est-à-dire le même sarcomère, mais dans le premier cas de le repos et dans le deuxième cas lors de la contraction musculaire. Alors la première hypothèse dit que lors de la contraction, il y a un raccourcissement du myofilament d'actine et également un raccourcissement du myofilament de myosine. On va voir. Est-ce qu'il y a vraiment ce raccourcissement ou non? On va mesurer la longueur des myofilament de myosine lors de repos. On va les comparer avec les mêmes filaments, ça veut dire lors de la contraction, on va voir bien sûr qu'ils ont la même longueur. Maintenant, on va aller pour faire la même chose chez les myofilaments d'actine lors de repos et lors de la contraction. On voit également que la longueur, c'est la même. Cela veut dire quoi? Bien sûr, cela veut dire que l'hypothèse qui dit que la contraction musculaire se fait par raccourcissement du myofilament d'actine et de myosine, elle est réfutée. Pourquoi? Parce que la longueur du myofilament reste la même, soit dans la contraction, soit lors de la de repos. Cela veut dire bien sûr que cette hypothèse est réfutée. Maintenant, on va tester la validité de la deuxième hypothèse, à savoir bien sûr la contraction musculaire se traduit par un glissement du myofilament d'actine sur la myosine. Alors on va voir. Donc pour cette hypothèse, on va exploiter un document. Voilà donc dans ce document qui représente la même chose, vous avez un sarcomère au repos et le même sarcomère pendant la contraction. Alors cette fois-ci, on va l'exploiter différemment. Comment? On va bien sûr comparer entre la bande sombre et la bande claire, et même la zone H, entre le sarcomère au repos et le même sarcomère pendant la
contraction et on va voir. Voilà, donc le sarcomère lors de la contraction, il y a bien sûr un raccourcissement par le rapprochement des stress Z. Maintenant, on va voir la zone H. On va la comparer avec la contraction. On voit que la zone H, lors de la contraction, elle est bien sûr raccourcie. Donc, il y a un raccourcissement également de cette zone lors de la contraction. Voilà. Pour la bande sombre, elle reste la même. Pardon. Pour la bande sombre reste la même. Ça veut dire qu'elle ne change pas lors de la contraction. Mais lorsqu'on compare la bande claire avec la bande claire pendant la contraction, on voit d'une façon très nette qu'il y a également un raccourcissement. Alors, lors de la contraction, on remarque qu'il y a un raccourcissement de la zone, bien de la bande claire, de la zone H, mais la bande sombre reste inchangeable. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Comment on va utiliser ces observations pour tester la validité de cette hypothèse? Alors donc, comme je disais tout à l'heure, au cours de la contraction du sarcomère, il y a un rapprochement des stress Z, ce qui traduit, ou bien qui se traduit, pardon, un raccourcissement du sarcomère, un raccourcissement des bandes claires, raccourcissement de la zone, ou bien de la bande H, parfois il disparaît. La longueur des bandes sombres reste inchangeable. Alors, ces observations, bien sûr, on ne peut pas les expliquer sauf s'il y a un glissement du filament d'actine sur la muqueuse. Pourquoi? Parce qu'on a la zone claire, ou bien la bande claire est diminue, la bande H également est diminuée, mais la bande sombre reste inchangeable. Cela veut dire bien sûr que la contraction se fait par un glissement du filament d'actine sur la muqueuse. Et voilà donc, comme ça, on a testé bien sûr la validité de cette hypothèse et on peut dire tout simplement que la contraction musculaire se traduit par un glissement du filament d'actine sur la muqueuse. Alors maintenant, on va mettre en évidence la nécessité de l'ATP et de CR2+ de la contraction musculaire. Ça veut dire, est-ce que l'ATP et CR2+ sont nécessaires à la contraction ou non? Alors, pour répondre à cette question, on va exploiter le document suivant. Le document, c'est une étude expérimentale qu'on a fait sur les myofibrilles. Alors, on mesure l'intensité de la contraction des myofibrilles isolées et dépourvues de la membrane. Le graphique 1 présente la tension des myofibrilles, ça veut dire la contraction du muscle, en fonction de temps, après avoir ajouté quelques substances. Et on va voir. Donc à l'instant T1, on a ajouté aux myofibrilles une quantité de CR2+. Et on voit qu'il n'y a pas de contraction. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que CR2+ uniquement, elle n'a pas la capacité de engendrer une contraction. Mais à l'instant T2, lorsqu'on a ajouté CR2+ et l'ATP en même temps, on voit qu'il y a une contraction. Alors, à l'instant T3, on ajoute une substance, le salergan. Qu'est-ce que ça veut dire le salergan? C'est une substance, bien un poison, qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. Ça veut dire lorsqu'on ajoute le salergan, l'ATP n'a pas la capacité d'être hydrolysé et par conséquent, on n'aura pas l'énergie immagasinée dans l'ATP. Ça veut dire que ملي كنديروا الساليغون بحال إلا حيدنا l'ATP.
علاش؟ لأن الساليغون كيمنع الحل مع l'hydrolyse de l'ATP et par conséquent le muscle ou bien le myofibril ما يمكنش يستافد من هذا l'ATP. Alors, juste après l'ajout de الساليغون اش وقع؟ كانت عندنا la contraction ملي عندنا CA de plus et l'ATP, mais juste après l'ajout de الساليغون on remarque un relâchement du muscle. Ça veut dire un arrêt de la contraction. Alors, que peut-on déduire à partir de cette description? L'ATP est nécessaire à la contraction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a bloqué l'hydrolyse de l'ATP par l'ajout du saligon, on a un arrêt de la contraction. Cela veut dire que l'ATP est nécessaire à la contraction. Alors, pour le graphique 2, il représente les résultats, bien sûr, dans des conditions qui sont un petit peu différentes. Cette fois-ci, on a mesuré la contraction musculaire. Dans T1, le temps T1, on a ajouté l'ATP. Lorsqu'on ajoute l'ATP uniquement, on n'a pas de la contraction. Malgré qu'on a dit ici que l'ATP est nécessaire à la contraction. Alors, dans l'ATP, on n'a pas de la contraction. علاش؟ ممكن نستنتجوا que l'ATP uniquement il n'a pas la capacité d'engendrer une contraction. Ça veut dire que l'ATP est comme en même temps le CA2+. C'est ce qu'on a fait ici. On a ajouté CA2+ et l'ATP et on remarque une contraction du muscle, ou bien du myofibril. Mais à l'instant T3, on a ajouté un chélateur. Ce qu'on appelle généralement une substance, la substance X. Un chélateur, c'est quoi? Un chélateur, c'est une substance qui fixe les ions de calcium et par conséquent, elle bloque leur action. Ça veut dire que le chélateur, il a حيدنا CA2+ من الميوفيبريل parce que كي bloqué et par conséquent ما يمكنش يدير الوظيفة ديالو. Alors, ملي استعملنا le chélateur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un relâchement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que CA2+, elle intervient dans la contraction musculaire. Alors, pour conclure, d'après les documents, on peut dire que l'ATP et CA2+ sont nécessaires à la contraction musculaire. On a dit que la contraction musculaire nécessite CA2+ et l'ATP. Alors, quel est le rôle joué par CA2+ de la contraction musculaire? Pour répondre à cette question, on va exploiter le document suivant. Alors, on voit ici les myofilaments d'actine qui sont constitués des molécules, ou bien des protéines de la troponine et de l'actine. Et également, en bleu, c'est la tropomyosine. Aussi, on a les myofilaments de myosine qui sont constitués d'un ensemble des molécules de myosine. Chaque molécule elle est constituée d'une tige et de têtes. Alors, pour cette figure-là, elle représente l'aspect de la myosine et l'actine en absence de CA2+. Alors, en absence de CA2+, ça veut dire au repos, la tropomyosine cache le site de fixation de la tête de myosine sur l'actine. Comme vous voyez ici, les sites de fixation, ce sont des points noirs qu'on voit ici. Ce sont les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Ils sont cachés. Ils sont cachés par la tropomyosine. Regardez, la tropomyosine, elle passe par ces sites, elle les cache. Donc, cet aspect-là, c'est en absence de CA2+. Alors, on va voir maintenant le CA2+, lorsqu'il est libéré, quelle est son fonction, ou sa fonction. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, après libération du CA2+, il vient se fixer sur la troponine. Lorsqu'il se fixe sur la troponine, la tropomyosine, donc elle va réaliser un mouvement
et par conséquent, il va libérer les sites de fixation. Alors, les sites de fixation des têtes de musine sur l'actine, maintenant, sont démasqués, sont libérés. Alors, quel est le rôle joué par CA2+? Tout simplement, on va dire que CA2+, il va démasquer les sites de fixation des têtes de musine sur l'actine. Alors maintenant, on va voir quel est le rôle joué par l'ATP de la contraction musculaire. Alors, vous avez ici le myofilament de myosine et celui de l'actine. Donc, la première étape, c'est qu'il y a une fixation d'une molécule d'ATP sur la tête de myosine. Voilà, une molécule d'ATP vient se fixer sur la tête de myosine. Alors, regardez, maintenant, les têtes de myosine sont détachées de sites de fixation. Mais notez bien que le CA2+, il est libéré, donc également les sites de fixation sont dégagés. Ça veut dire qu'il y a un démasquage des sites de fixation. Alors, après la fixation d'une molécule de l'ATP, qu'est-ce qui va se passer? Donc la deuxième étape, on va assister, regardez, donc on a une molécule d'ATP qui va être hydrolysée en ADP plus PI. Donc ATP, elle va donner ADP plus PI, toujours avec la tête de myosine. Cela veut dire que la tête de myosine, elle commence l'hydrolyse de l'ATP. Voilà. Et ce qui va se passer après? Donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le redressement. Pourquoi? Parce que après avoir hydrolysé l'ATP, les têtes de myosine elles vont faire un mouvement pour être dressées. Comme ça, elles s'approchent du site de fixation. Donc, fixation de l'ATP, deuxième étape, redressement. Après hydrolyse de l'ATP. Mais notez bien que l'ADP elle reste fixée aux têtes de myosine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libération de l'ATP et de PI. La troisième étape, c'est l'accrochage. L'accrochage veut dire que les têtes de myosine ils vont s'accrocher au site de fixation sur l'actine. Mais toujours l'ADP et PI sont fixés à la tête de myosine. Alors, cet accrochage des têtes de myosine sur l'actine, il va engendrer la formation d'un complexe d'actomyosine. Un complexe qui est formé de l'actine et de myosine. C'est la raison pour laquelle on dit que c'est un complexe d'actomyosine. Également, on peut le nommer les ponts transversales ou bien les ponts d'actomyosine. قناطر المستعرضة ولا قناطر l'actomyosine. Alors la quatrième étape, voilà, c'est bien sûr pour la quatrième étape, c'est quoi? C'est les têtes de myosine qui sont déjà fixées sur l'actine, ça veut dire le complexe d'actomyosine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va compléter l'hydrolyse de l'ATP. Ici, il y a le début de l'hydrolyse par les têtes de myosine, mais ce qui va si vous voulez dire, ce qui va achever, ce qui va continuer l'hydrolyse, c'est le complexe d'actomyosine. Et par conséquent, on aura libération de l'ATP et de PI. Après avoir libéré l'ATP et PI, on va assister à un glissement ou un pivotement de l'actine sur la myosine, comme vous voyez ici. Voilà, c'est un glissement. À ce moment-là, l'énergie chimique, elle va être convertie en énergie mécanique, un travail mécanique. Voilà. Donc, pour avoir un relâchement, il faut que la tête de myosine se détache de l'actine. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une deuxième molécule d'ATP qui vient se fixer sur la tête de myosine pour avoir un décrochement, voilà, ou bien un décrochage. Ça veut dire que les têtes de myosine
elles vont se détacher de l'actine. Comme ça, on aura le relâchement.